Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT, tout de suite le sommaire. Alors que 4 nouvelles familles assignent TikTok en justice pour mise en danger de leur enfant, nous vous proposons de revoir l'entretien que nous avait accordé le psychologue Mickaël Stora à ce sujet. Ce sera en première partie de notre émission. Inventer l'école de ses rêves, c'est l'idée de Scolavi en pleine semaine du bonheur à l'école. On en parle avec ses cofondatrices et ce sera en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Louisa Garotière nous emmène aux États-Unis où Donald Trump démantèle progressivement le ministère de l'Éducation. Mais avant cela, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec les propos de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui concerne la plateforme d'orientation Parcoursup. La ministre souhaite sortir d'un système, je cite, qui reproduit les inégalités sociales. Sur l'orientation, on peut et on doit faire mieux. Voici ce que confiait hier Elisabeth Borne sur France Info. Il reste désormais 2 semaines aux étudiants pour faire leur choix sur la plateforme Parcoursup. Mais cette plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur en France pose question. Une procédure d'inscription angoissante pour les étudiants, valeur de discrimination sociale. Alors comment accompagner les élèves dans leur orientation? Comment optimiser la plateforme Parcoursup? Voici ce que disait Elisabeth Borne hier sur France Info. On a de toute façon besoin d'une plateforme pour rapprocher des centaines de milliers, même des millions de demandes, de millions d'offres de parcours dans l'enseignement supérieur. Moi, je suis consciente que quand on fait ses choix sur Parcoursup, c'est un moment stressant pour beaucoup de jeunes et pour leur famille. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir en amont à son orientation. C'est le sens de la découverte des métiers qui se met maintenant en place à partir de la 5e. Et je suis persuadée qu'on peut faire mieux, qu'on doit faire mieux, parce que vous savez qu'on est dans un pays, l'un des pays qui reproduit le plus les inégalités sociales. Et le ministère de l'Éducation parle d'une plateforme qui reproduirait des inégalités. Alors comment inverser la tendance? Quelles seront les prochaines mesures du gouvernement à ce propos? Voici ce qu'a ajouté la ministre de l'Éducation sur France Info. C'est toute l'orientation à laquelle il faut qu'on réfléchisse. Moi, mon objectif, c'est de permettre à des jeunes de découvrir un maximum de métiers, d'ouvrir leurs horizons, et puis quand il y a un métier qui leur plaît, de les accompagner pour qu'ils puissent aller vers ces métiers. C'est ça notre responsabilité. Vous savez qu'il y a une concertation qui est en cours sur l'orientation. Je suis persuadé qu'on doit faire mieux, précisément pour sortir d'un système qui reproduit les inégalités qui est le nôtre aujourd'hui. Et on poursuit avec la comparution de Samy M devant le tribunal correctionnel de Paris. C'est un étudiant de 21 ans à l'époque. Il avait créé en 2021 une fausse classe prépa médecine et avait arnaqué entre 150 et 200 étudiants. Samy N, 25 ans, aujourd'hui est jugé pour escroquerie et travail dissimulé. Hier s'est ouvert son procès devant le tribunal correctionnel de Paris après des mois de détention provisoire. Suite à la création d'une fausse prépa de médecine appelée Hippocrate France, où il promettait aux étudiants une formation d'excellence au concours de santé et un cursus innovant. Des salariés ont été recrutés mais jamais payés. Aucun cours n'a jamais été donné. Sur Internet, pourtant, tout semblait parfait. Taux de réussite, lieu des cours, propositions de formation. Voici ce que confiait hier Michel, une mère de famille, au micro de Sarah Guibaudot sur France Inter. On me dit, ben dis donc, celle-là, Hippocrate, on regarde le siège 66 avenue des Champs-Élysées, des résultats super bien. C'était tellement bien fait, 6 650 € pour nous, eh bien, on paye. Et je vais avoir quand même une dame qui va répondre et elle me dit, vous avez payé? Parce que madame, j'allais vous dire, fuyez, c'est une arnaque. Je dis, mais alors, vous n'allez pas raccrocher, s'il vous plaît. Aidez-nous. Et il est en 3e année de kiné, tout va bien. On l'a surveillé quand même pendant 2 ou 3 mois. Ça a cassé chez lui une espèce d'insouciance. Et l'accusé aurait encaissé 400 000 € et aucun étudiant n'a souhaité assister au procès. Et on se rend à Paris où l'évacuation de plusieurs centaines de migrants a eu lieu ce matin au sein de la Gaîté Lyrique, ce lieu culturel qui est occupé depuis près de 3 mois. Ce matin, 6 heures, sur ordre de la préfecture de police, c'était l'évacuation d'urgence pour plus de 400 jeunes migrants, parfois mineurs, qui occupaient cette salle de spectacle parisienne depuis décembre dernier. Ils demandaient à être logés dans des centres d'urgence. Et ce matin, les occupants de la Gaîté Lyrique ont été sortis de force par les CRS et ont été conduits en région dans différents
équivalent centre d'accueil. Et en parlant de manque de logement, la Fondation Abbé Pierre, qui avait changé de nom, vient de révéler son nouveau logo pour insuffler une marque de confiance aux donateurs. Oui, suite aux accusations de viol et d'agression sexuelle à l'encontre de l'Abbé Pierre, l'association a dû faire peau neuve. Désormais appelée Fondation pour le logement des défavorisés, elle a révélé son nouveau logo. Le visage et le nom de l'abbé disparaissent et laissent place au nom de l'association et à une maison couleur brique. Mais comment perpétuer l'association sans le nom de l'Abbé Pierre? Comment encourager les donateurs alors que les dons ont chuté de 30%? Voici ce que disait Christophe Robert, délégué général de la Fondation pour le logement des défavorisés, au micro de Faustine Calmel ce matin. La Fondation, elle agit à 97% grâce à la générosité du public. Ce sont des dons, du mécénat d'entreprise, des legs. Les échanges qu'on a eus avec beaucoup de donateurs laissent penser que beaucoup attendaient aussi de voir ce que nous allions faire. On a changé de nom, mais on n'a pas changé de combat et on est déterminés pour porter des réponses dignes à chacun de nos concitoyens. On continue ce journal avec un projet de décret gouvernemental qui souhaiterait autoriser les couverts et les assiettes en plastique réutilisables dans les cantines scolaires, alors qu'ils sont interdits depuis le 1er janvier par la loi Egalim. Le ministère de la Transition écologique confiait à l'agence France Presse, je cite, « Les assiettes et les couverts ne sont pas des contenants de réchauffe et de service comme mentionné par la loi. On ne parle pas de produits en plastique jetables, mais de produits réutilisables » et précise que lorsque ces contenants sont chauffés, ils sont, je cite, susceptibles de relayer des substances chimiques dans les aliments, ce qui n'est pas le cas des couverts et des assiettes. C'est quelque chose qui nous a été confirmé par le ministère de la Santé. Voici donc ce qu'a confié le ministère de la Transition écologique. Mais quel est le véritable impact du plastique sur les élèves? Eh bien, on va écouter Florence Brunet-Possanti, cancérologue et membre de l'association Santé Environnement France. Elle s'exprimait sur RMC. Quand vous le mettez en contact avec des aliments, et en particulier avec des aliments chauds, mais ça se passe aussi avec les aliments froids, les aliments qui sont gras, ça entraîne une migration de certaines substances qui se trouvent dans la vaisselle en plastique. Donc vous allez vous retrouver à ingérer des additifs. Ça a des effets sur le surpoids, sur les maladies cardiovasculaires et bien sûr des effets cancérogènes. Et les internautes s'insurgent face à ces mesures et parlent d'un retour en arrière affligeant, quand d'autres dénoncent le lobby des plastiques. Affaire à suivre donc. Et on termine ce journal à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines où des jeunes réalisent des vidéos de prévention sur les réseaux sociaux. Oui, Amadou Konaté, président de l'association Jeunesse, Sourire et Loisirs, se met en scène sur les réseaux sociaux avec d'autres jeunes afin d'éduquer et de sensibiliser les adolescents sur des sujets de société. Discrimination, racisme, incivilité, alcool au volant, la liste est longue. Sur TikTok, leurs vidéos dépassent les millions de vues. Amadou se félicite au micro de BFM, je cite, « À Auchan, dans la rue, partout on se fait encourager et franchement ça fait plaisir. » Au final, on voit que les messages passent. Je vous propose de regarder un extrait de leur vidéo qui parle de misogynie. Comment il faut te foutre, wesh? Vas-y toi, les femmes, c'est à la cuisine. Wesh, c'est quel genre de commentaire de misogyne ça? Misogynie, ça peut sembler compliqué. Mais en gros, ça signifie le mépris et la haine envers les femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument changer ensemble. La misogynie, c'est pas juste des insultes ou des blagues déplacées. C'est un comportement qui renforce des stéréotypes négatifs et qui nuit à l'égalité. Les femmes, tout comme les hommes, ont le droit d'être respectées, écoutées et valorisées. Quand on laisse la misogynie s'installer, ça crée un environnement toxique où chacun peut souffrir. Comment reconnaître la misogynie? Les insultes, les blagues sur les femmes ou les comportements qui rabaissent leurs valeurs sont des signes clairs de la misogynie. Juste penser que certaines tâches sont uniquement aux femmes est une forme de misogynie. Toute forme de violence, qu'elle soit physique ou psychologique, envers une femme est inacceptable. Il est crucial de combattre et de dénoncer ces comportements. Soutiens les femmes, que ce soit à la rue, à l'école ou sur les réseaux sociaux. Louisa, la plateforme TikTok peut-elle être considérée comme responsable des atteintes graves à la santé mentale et psychique des jeunes? C'est tout le sujet de ces procédures judiciaires dans lesquelles se sont lancées différentes familles en France après des drames suscités par l'algorithme sur leur enfant. On regarde l'entretien donné par Mickaël Stora, psychologue spécialiste des addictions. C'était il y a quelques mois sur ce sujet. Bonjour Mickaël Stora. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes psychanalyste, expert des mondes numériques, ça en dit long, les mondes numériques, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, fondateur de l'École des héros. On en dit juste un petit mot quand même parce que elle a une vocation, un objectif, qui est la prise en charge des jeunes souffrant de phobie scolaire, sociale et addiction aux jeux vidéo. Waouh!
Oui. Ça marche bien. Ça marche bien, forcément, parce qu'il y en a beaucoup qui sont addicts, évidemment, et malheureusement beaucoup aussi qui souffrent de phobie scolaire. Aujourd'hui, on parle précisément, évidemment, de monde numérique, de problématiques de réseaux sociaux. Un collectif de 7 familles, le collectif Algos Victima, a assigné TikTok, le réseau social TikTok chinois, en justice au tribunal de Créteil il y a quelques semaines. Alors la raison, elle est assez terrible. L'état mental et physique de leurs 7 adolescentes. 2 d'entre elles ont mis fin à leur jour alors qu'elles avaient 15 ans. Les parents de l'une d'entre elles, Marie d'ailleurs, a déposé plainte l'an dernier au pénal. Pour l'instant, elles sont au civil, mais a déposé plainte au pénal. 4 des 7 adolescentes ont fait des tentatives de suicide et une dernière a quant à elle connu des problèmes d'anorexie. Rien que cet exemple, pardon de parler d'exemple, mais cette illustration, ce collectif représente à quel point les réseaux sociaux peuvent être extrêmement nocifs. Oui, profondément. Moi, je pense en effet nocifs, toxiques. Lorsqu'on rentre dans le détail, petit à petit, on se rend bien compte que lorsqu'on est un adolescent, donc en soi déjà en pleine construction, fragile, narcissiquement entre autres, eh bien, on voit à quel point les réseaux sociaux, les algorithmes, mais aussi les influenceurs, qui ne sont pas forcément filtrés en termes d'éthique, en termes de capacité à pouvoir avoir un point de vue un peu plus adulte, peuvent être des déclencheurs terribles de pathologies qui étaient déjà un peu là, parce qu'à l'adolescence, être déprimé, ça fait partie souvent du package, comme on pourrait dire, mais néanmoins, d'aller jusqu'à finalement favoriser des conduites suicidaires, voire des suicides réussis, c'est terrible. Et là, en effet, je pense que ce type de procès, c'est à chaque fois d'ailleurs, depuis qu'Internet existe, c'est souvent à travers des cas entre guillemets un peu exceptionnels que des juridictions se mettent en place et des lois qui vont un petit peu réguler. Parce que oui, à un moment ou à un autre, il faudrait que les fameux grands réseaux sociaux, d'ailleurs pas que TikTok, prennent leurs responsabilités en termes de protection de la jeunesse. Alors évidemment, quand on pèse le poids entre un collectif de 7 familles et les grands réseaux sociaux, on se demande comment ils vont y arriver, mais on va y venir. Je voudrais juste partir de la raison, effectivement. Les parents accusent TikTok d'avoir fait la promotion du suicide via des contenus, automutilation, mais aussi mise en danger par les glorifications des TCA. Est-ce que, à votre sens, le réseau peut totalement se dédouaner? Est-ce que TikTok peut dire non, mais j'y suis absolument pour rien? C'est toute la problématique, puisque vous savez que les réseaux sociaux disent qu'ils ne sont pas responsables d'un point de vue éditorial, oui, des contenus. Néanmoins, petit à petit, je pense qu'on va devoir franchir cette limite où les réseaux sociaux se devraient d'être responsables. Oui, parce que dans la charte de la plateforme TikTok, quand même, alors je rappelle, il y a 21 millions d'utilisateurs en France, enfin 21 millions, pour l'instant, on dit qu'il y a 21 millions, c'est beaucoup plus, 1,2 milliard dans le monde. Et bien, le réseau dit qu'il s'engage à proposer, je cite, un environnement sûr et bienveillant. Donc sûr et bienveillant, ça veut quand même dire quelque part qu'il y a une sorte de vision de ce qui est proposé dans les échanges, dans les contenus. Oui, alors là, ça pose ce que vous appelez, finalement, c'est un terme qu'on emploie rarement, alors que pourtant il est essentiel avec les réseaux sociaux, ce qu'on appelle la modération. Il faut savoir que la plupart des grands réseaux sociaux n'ont pas voulu investir dans cette problématique de modération, et donc ils ont des modérateurs, ça existe, il y a des bureaux privés qu'on appelle les clics à poubelle, vous savez, qui vont finalement nettoyer les vidéos les plus inquiétantes, parce que oui, on a le droit de parler d'anorexie, on a le droit de parler du suicide, on a le droit de parler de ces choses-là, mais après, comme souvent, c'est comment est-ce qu'on en parle. Et donc là, il faudrait qu'il y ait des modérateurs qui ne soient pas que des IA, mais des humains qui sont un peu habitués à la protection de l'enfance pour créer une véritable modération psychologique. Je tiens à le dire, Skyblog, à l'époque, j'ai travaillé pendant 8 ans pour eux. Oui, exact. Et j'ai travaillé 8 ans. Et en effet, Pierre Bélanger, le PDG, a souhaité, parce qu'il voyait bien que c'était une plateforme adolescente, qu'il y ait un travail de modération. Et je travaillais en lien avec le Pharos, qui est donc la police d'Internet. Et donc, on a fait un vrai travail de prévention au sein même des plateformes. Et je peux vous dire qu'on a pu aider beaucoup de jeunes. Parce que c'était franco-français. Est-ce que la problématique aussi, c'est parce que le réseau déjà est un réseau chinois et puis surtout mondial? Oui, alors Skyblog, oui, c'est un réseau francophone. Il y avait quand même 54 millions de blogs. 54 millions, c'était francophone. C'était très impressionnant, mais néanmoins, c'était pas planétaire. Mais je pense qu'il y a aussi... Alors, il faudrait peut-être interroger Pierre Bélanger. Il avait une éthique. Il savait que si on se destinait à une population adolescente ou mineure, on ne pouvait pas faire comme si. Et surtout parce qu'il y a eu des cas. Concrètement, des ados ont dit « je vais me suicider tel jour, telle heure » et l'ont vraiment fait. Et donc le service de modération qui existait a souhaité être
épauler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dirigé. Et c'est évident, je me souviens, je faisais partie d'une commission européenne qui s'appelle Internet Safer Commission, où il y avait les grands patrons des réseaux. Et moi, je m'étais permis de dire non à la modération entre pairs, mais oui au soutien entre pairs. Parce qu'ils jouent beaucoup sur l'idée qu'il y aurait une modération entre pairs. Pairs, c'est PAIRS. Hein. Ah oui, bien Attention, sûr, oui, tout à fait. Oui. Que l'autre, alors pas du tout, ça ne marche pas. Donc c'est vrai que au-delà des algorithmes qui à l'époque n'étaient pas aussi, on va dire, performants, et là on voit que quand on rentre dans le détail, petit à petit, des jeunes qui à un moment s'intéressent ou se posent des questions sur la question du suicide ou autre, vont être inondés d'images sans aucun filtre qui peuvent malheureusement, pour certains fragiles, les pousser à des passages à l'acte suicidaire. Oui, parce que clairement, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on prend un taille-crayon, on enlève la lame et on se scarifie. C'est quelque chose qu'on relève beaucoup partout dans toutes les classes sociales, hein, peu importe les classes sociales, peu importe le niveau évidemment de vie et l'endroit où l'on se trouve, que ce soit à la campagne, dans les villes. On voit bien que les jeunes sont quand même vraiment sujets à ça. Et donc, à partir du moment où on voit une vidéo ou deux, c'est ça, il y en a 200, 300 qui arrivent derrière. C'est ça l'algorithme. Oui, c'est ça un petit peu l'algorithme. Donc surtout celui TikTok est très 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 fort et donc il va très rapidement repérer ce qui vous plaît. Bon, alors évidemment, à l'adolescence, l'esthétique de la souffrance adolescence, on l'a tous connue. Rimbaud, Jeanne Werther, on pouvait écrire des poèmes, on pouvait être attiré par la musique un peu dark. Mais néanmoins, il est évident qu'on flirtait avec la limite. Certains jeunes, malheureusement, d'un point de vue psychopathologique, sont encore plus fragiles. Et l'idée suicidaire est quand même quelque chose qui prend corps. Et c'est la raison pour laquelle ces vidéos-là, où en effet des jeunes, et c'est là où il faut s'interroger, qui vont prôner le suicide comme une libération, qui vont avoir des discours de plus en plus, je dirais, poussants, pourquoi pas un adolescent, ne sont pas filtrés en amont, et en effet l'algorithme va vous enfermer d'une certaine manière dans une histoire où petit à petit le suicide, pour certains, représenterait l'unique solution, l'automutilation, l'escarification. Alors, pour pousser un tout petit peu plus loin, est-ce que lorsqu'on n'a pas forcément d'envie suicidaire, mais qu'on est adolescent, donc pas forcément toujours bien dans ses pompes, bien sûr. Est-ce que cet algorithme, la multiplication des images, peut justement vous pousser dans cette dégringolade? Et je rappelle que vous êtes psychanalyste. Vous êtes psychologue, donc, et je reçois avant tout des adolescents, donc je connais bien. Et au fond, il faut bien comprendre que oui, à l'adolescence, évoquer la question du suicide, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Je dirais même que potentiellement, ça fait presque partie du parcours. Le suicide, presque d'un point de vue phénoménologique, c'est-à-dire, c'est moi qui décide de ma vie. Comme une manière de sortir de l'emprise parentale, si je devais résumer. Mais néanmoins, oui, le problème avec les algorithmes, c'est pas que l'algorithme, c'est les personnes qui parlent, c'est d'autres semblables. Et c'est la question qu'on retrouve beaucoup d'abord chez Instagram, parce qu'on accuse TikTok, mais Instagram aussi n'est pas vraiment filtré, et que donc cet autre semblable, qui est un influenceur, peut me pousser à avoir des comportements abusifs, dangereux, etc. Et avec la question de ce qu'on appelait les sites pro-ANA, à l'époque, concernant l'anorexie, on a vu à quel point, par exemple, vous aviez une mode sur Instagram qui s'appelait le thigh gap, où il fallait qu'il y ait le creux entre les cuisses. Ça a été d'une tyrannie terrible. Et que donc, oui, là, du côté monstrueux, négatif, on va dire mortifère, la question du suicide va faire que petit à petit, vous allez être en effet influencé véritablement, voire peut-être poussé à des conduites suicidaires. Si je reviens à l'aspect juridique, ça veut dire que peut-être que TikTok pourrait aller jusqu'à, pour sa défense, responsabiliser les influenceurs plutôt que le réseau? Oui. Mais en même temps, c'est faux parce que d'une certaine manière, ça veut dire qu'ils n'ont pas filtré en amont, ils n'ont pas interdit certains contenus. On a pu le voir même à un niveau politique, vous avez des personnes qui ont des complotistes en tout genre, qui sont présents encore et qui ne sont pas forcément filtrés. Donc oui, je crois qu'il y a un moment où la question de la santé mentale, d'autant plus des jeunes, et de se dire que d'autant plus que sur TikTok, on y va même avant 13 ans. Donc toutes ces mesures que certains réseaux sociaux veulent faire pour se donner une forme de bonne conscience, de protection, tant qu'ils n'investissent pas mais beaucoup d'argent dans une vraie modération, ça ne marchera pas. Là, une vraie modération, aujourd'hui, ils se vantent justement d'avoir des modérateurs. J'ai lu un chiffre, je ne sais pas s'il est vrai, 40 000 pour TikTok, c'est 40 000 mondes
Oui, mais alors 40 000 sur 1 milliard... C'est ça, sur 1,2 milliard, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Sur Facebook, vous avez découvert qu'il y avait 700 modérateurs pour 70 000 personnes parlant de langue arabe. C'est rien. Donc c'est vrai qu'en effet, mais c'est parce que ça coûte cher la modération, ce sont des personnes qu'on l'on paye, mais ça pose la question de la responsabilité citoyenne et voire même d'une forme de non-assistance à personne en danger. Parce que vous avez des personnes qui sur les réseaux sociaux peuvent dire j'ai envie de mourir, j'ai envie de me tuer, et finalement les autres ne font que le regarder et peut-être le liker, mais c'est tout. Donc la question c'est comment est-ce que les réseaux sociaux ont une responsabilité citoyenne, morale même. Oui, mais justement, si on parle de morale, il y a aussi la liberté d'expression avec l'avènement de Elon Musk. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite, par exemple? Oui, mais alors vous savez que c'est une blague, Elon Musk, puisqu'il prône la liberté d'expression, sauf qu'il n'arrête pas de fermer des comptes de personnes qui ne sont pas d'accord avec eux. Écoutez, à l'époque... Ce qui s'appelle donc la dictature. Ça s'appelle la dictature. La question, c'est que moi, quand j'ai commencé ce travail, je me suis posé une vraie question. Qu'en est-il de la capacité à parler librement du suicide, de toutes sortes de choses, parce que heureusement... Pour sensibiliser, pour prévenir. Et puis même, on a le droit d'évoquer. Par contre, il y a un moment où on flirte avec la non-assistance à personne en danger. Ouais. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur... Bah oui, on m'envoie un blog d'un jeune qui parle de vouloir mourir, je rentre en contact avec lui pour l'aider. Finalement, c'est un peu... Donc la question, c'est qu'il ne faut pas confondre liberté d'expression et déni de la souffrance d'autrui. Là, on n'est plus vraiment dans la liberté, dans le sens humain. Ouais. Je dirais même qu'au bout d'un moment, s'il n'y a pas de cadre, ce n'est plus de la liberté, c'est de la folie. Justement, cette folie, ce problème, une fois qu'il est identifié, comment on fait? Parce que si on a eu la chance ou la possibilité d'atteindre ce jeune, ou même ces adultes, mais on va parler des jeunes pour l'instant, ce jeune qui est en contact avec ces comptes-là, qui est dans une situation dramatique, comment fait-on pour pouvoir l'amener du réseau jusqu'au cabinet, de thérapeute? Ouais, alors écoutez, c'est ce que je faisais à l'époque, c'est-à-dire que je rentrais en contact avec eux, mais vraiment, c'était un gros boulot, mais peut-être que... Il faut l'acceptation des familles, c'est très compliqué, non? Oui, mais vous savez, parfois, comme on le sait, malheureusement, c'est un peu le cas, je ne sais pas des histoires individuelles, mais parfois, malheureusement, certains adolescents qui se font harceler, qui vont aller jusqu'au suicide, les parents tombent des nues. C'est très compliqué la communication entre parents et ados. Ouais. Donc évidemment, c'est comment est-ce qu'on peut remettre de la communication, ça c'est une chose, mais comment est-ce qu'à un moment, ce tiers, qui est les réseaux sociaux, à un moment, je pense qu'il faut qu'ils assument leurs responsabilités. C'est tout à fait essentiel. Après, on laisse les adolescents seuls face effectivement à la puissance de ces algorithmes dont on vient de parler, mais est-ce que réellement on pourrait imaginer, parce que c'est pas démago de dire qu'un parent devrait accompagner son enfant avec les réseaux sociaux, parent qui ne comprend rien aux réseaux sociaux, enfin, dans la plupart des cas. Alors oui et non. Vous savez que ceux qui sont le plus sur les réseaux sociaux, ce sont les 35-49 ans. Ah bon? Oui, qui consomment le plus leur portable. Notamment TikTok? Ouais, alors TikTok, il faudrait voir les chiffres. Ouais. Mais c'est compliqué. Mais ceux qui utilisent le plus leur smartphone, et en général, ce qu'on utilise le plus sur notre smartphone, ce sont les réseaux sociaux et la messagerie. Mais quand on prend les réseaux sociaux, on intègre Telegram, Snapchat et WhatsApp, non? Oui, ça n'a strictement rien à voir, ce sont des messageries. Complètement, mais c'est pour ça qu'à un moment, il faut se pencher sur les contenus. Oui, voilà. Snapchat, c'est rare qu'il y ait des adultes, c'est plutôt une messagerie d'ados. Facebook, c'est devenu un réseau de vieux cons, comme disent les jeunes. Donc on voit bien qu'il y a des niches. Maintenant, c'était... Alors, vous savez, moi, je suis un peu démago avec mes enfants, moi-même, puisque moi, je prône le partage. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire des réseaux sociaux, des écrans, un allié dans la dynamique familiale. Le partage, c'est quoi? C'est qu'un jour, mon fils me dit, tiens, j'ai vu une vidéo, tiens, je la regarde, c'est un rappeur, je trouvais ça super. Et je crois que petit à petit, c'est ça la question, c'est qu'à un moment, il faut mettre des mots. C'est pas surveiller, parce que si on n'est que dans cette forme d'inquiétude et de surveillance, paradoxalement, l'adolescent va y voir un espace de transgression, donc c'est cool. Mais mettre des mots, on le sait, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous existez. C'est parce que les parents ne peuvent pas forcément parler de tout avec leurs enfants. Il faut pouvoir avoir à la fois connaître, savoir parler, et puis savoir aussi prendre de la distance et du recul. Alors, c'est là où il faut différencier entre un ado qui, à un moment, vous montre, je dirais, un rappeur, mais qui dit des choses très tristes, ou même, ça m'est arrivé qu'on me montre des images qui les ont choqués, parce que je les ai habitués à partager. Maintenant, il est évident qu'il y a des contenus hyper intimes. À l'adolescence, ça peut être par exemple la pornographie. Évidemment que non, parce que là, on serait dans un domaine un peu plus inquiétant. Mais voilà, je crois qu'il y a le fait de respecter son intimité, mais
parler. Après, oui, je pense que l'éducation média numérique, à l'école, dans les EMC, les cours d'éducation civique et morale, je pense que peut-être que maintenant, avec ces histoires, les profs ou ceux qui interviennent devraient un peu aborder autrement que simplement la réputation et faire attention à ce qu'on publie. Je pense que maintenant, il faudrait bouger un peu les lignes. Et les adolescents, il faut s'adresser à leur part adulte, à leur compréhension et voir comment est-ce qu'en effet, ils sont eux-mêmes victimes de cette question-là, même si c'est pas évident de reconnaître qu'on est victime, mais c'est intéressant lorsqu'ils commencent à faire ce travail-là. Oui, et puis effectivement, comme ils ont un accès énorme, très pluriel, à beaucoup d'images, pouvoir effectivement leur parler peut-être un peu moins comme des enfants. Pour revenir effectivement à ce collectif de parents qui s'est formé, qui attaque au civil, si je ne me trompe pas, donc TikTok, je le disais tout à l'heure, ce collectif de 7 parents, ces drames absolus qui sont en train de vivre, évidemment qu'on pense à eux, mais est-ce qu'on n'est pas encore une fois un peu David contre Goliath, c'est-à-dire comment espérer quelque chose? Écoutez, alors, moi je suis pas avocat, mais il est évident que... Vous êtes expert en monde numérique. Oui, je suis expert, mais d'un point de vue juridique, on voit bien qu'il y a quand même eu des cas qui ont montré à quel point, à un moment ou à un autre, ils doivent payer. Alors, ils le payent financièrement. Il faut savoir que dans les RGPD, vous avez les commissions européennes. La CNIL a parfois un impact assez intéressant sur la question des éthiques, etc. Et il y a un moment où ce qui va se passer, c'est qu'à force de prise de conscience avec vous, les médias, qu'il y ait des caisses de résonance pour montrer qu'il y a des choses quand même qui sont inquiétantes, même si vous êtes parfois vous-même consommateur de réseaux sociaux. Oui, et puis nous-mêmes, dans une situation, on peut se retrouver face à des fake news, donc bien sûr, pareil. Bien sûr, donc il y a tout ce travail-là, et faire que petit à petit, on commence à devenir méfiant, voire même, peut-être que certains vont commencer à faire delete Instagram, delete TikTok, c'est-à-dire effacer cette appli. C'est ce qui se passe effectivement en Chine, en Australie ou ailleurs, où tout d'un coup, il faut un accès à un âge précis pour le réseau social. Complètement, alors ça... Je dirais que parfois les ados sont très très forts pour briser, je dirais, les codes, etc. Mais c'est évident qu'il ne s'agit pas de tout jeter. Je pense qu'il faut pas. C'est un distracteur. Parfois, on a le droit de se distraire. Moi, je ne suis pas un ayatollah de la déconnexion à tout prix. Je pense que oui, il y a certains réseaux qui sont toxiques, véritablement. Les réseaux sociaux, mon dernier livre le dit vraiment, à plein de niveaux, même politiques. Édition Larousse. Édition Larousse. Et en même temps, je crois que oui, je pense qu'une des solutions, ça serait d'imposer à ces réseaux sociaux de faire un travail de modération beaucoup plus important, d'autant plus pour les populations mineures. Oui, pour les populations mineures, évidemment. On voit que ce sont principalement les jeunes filles, là en l'occurrence ce sont 7 adolescentes dont on parle, les jeunes filles qui sont touchées, et on se demandait, c'est assez représentatif de la capacité de la nuisance des réseaux sociaux, justement sur les jeunes. Les filles sont plus sensibles, elles ont plus de problématiques par rapport justement soit à l'image d'un côté ou soit à la problématique... expliquez-moi cette c'est une question très compliquée parce que ça repose quand même sur des considérations presque historiques, culturelles, psychosociales. J'ai envie de vous dire, en général, dans nos cabinets, on reçoit plus de femmes que d'hommes. Je pense qu'en effet, il y a quelque chose qui fait que dans l'éducation même de la toute petite fille, certains vont théoriser ça, il y a une sorte d'attention beaucoup plus portée sur les mouvements intérieurs. Mais d'exigence aussi, quand on demande aux jeunes filles Je pense que les garçons, malheureusement, souffrent aussi de ces formes d'exigence. Par contre, là où vous avez raison, c'est que la question de l'image, et entre autres à l'adolescence, la question de... Puisque vous savez, c'est l'âge où il y a une construction de l'image de soi. Et c'est vrai que les adolescentes ont beaucoup plus de contraintes tyranniques sur la question du poids. Mais par exemple, on a vu dernièrement chez les garçons, de plus en plus de garçons font de la musculation. Donc les garçons sont eux-mêmes un peu piégés. Et c'est vrai que ces influenceurs viennent leur rappeler qu'ils ne sont pas vraiment à la hauteur. C'est ça le problème, c'est qu'entre autres, ça crée cette forme de pression à la beauté, à la réussite, etc. C'est en train de tuer notre jeunesse. Il faut le savoir, c'est un vrai problème. Et les réseaux sociaux, malheureusement, amplifient ce phénomène-là. Oui, c'est un phénomène effectivement qu'on retrouve dans des situations absolument dramatiques comme celles qu'on expose aujourd'hui. Mais on parle aussi de phobie scolaire, et je rappelle l'école des héros que vous avez fondée, de phobie scolaire, de phobie sociale aussi, cette addiction aux jeux vidéo, je parle des écrans de manière générale. C'est-à-dire que, est-ce que ce monde parallèle, dont on dit, on fait toujours vieux con en disant ça, mais de bien comprendre ce qui se passe avec ces mondes dans lesquels on rentre et on n'arrive pas à en sortir finalement. Vous avez raison, c'est souvent le résultat en tout cas je le vois avec l'école des héros, les jeunes qu'on reçoit, c'est comme une sorte de caricature de ces jeunes parce qu'ils étaient tous HPI de très haut niveau.
Et lorsqu'on est HPI de très haut niveau, vous êtes un petit héros. Vous savez déjà lire et écrire avant tout le monde et vous avez une forme d'exigence terrible d'être toujours à la hauteur de réussir. Mais souvent un peu asocial. En plus, oui, souvent ça commence plutôt au collège, harcèlement scolaire, parce qu'ils sont différents. Ils pensent que tout le monde les aime comme maman, papa, on va dire, si je devais résumer. Ouais, et petit à petit, ils s'effondrent. Ouais. Et ben, ce qui est vrai, c'est qu'à l'adolescence, parce qu'il y a déjà cette souffrance adolescente, on quitte le regard parental pour se construire. Les réseaux sociaux servaient justement dans cette quête. Moi, j'ai travaillé, donc comme je vous disais, pendant 8 ans, j'ai même écrit un article scientifique. Il y a une dimension intéressante, c'est la créativité, qu'il y avait une forme d'exigence de créativité. Là, on a parfois des gens qui simplement face cam nous parlent de leur souffrance en pleurant. Pourquoi pas, ils ont le droit, mais d'une certaine manière, ils peuvent, mais de manière pas forcément voulue, encourager des gens dans un phénomène de miroir à eux-mêmes à amplifier un mal-être intérieur. Et je dirais peut-être parce qu'on se sent moins seul, sauf que l'autre, il est derrière, c'est qu'une vidéo qu'il peut regarder en boucle, mais ça ne change rien. Lorsque les jeunes viennent vous voir, sans vous, évidemment, vous manquer de respect, mais ils viennent vous voir, ils se disent pas, mais de toute façon, il ne va rien comprendre, on n'a pas le même âge, il ne sait pas ce que je vis. Comment ils arrivent à faire, justement, cette transposition? Alors, je fluctue, je suis très curieux. Donc je joue beaucoup sur la curiosité, donc ils peuvent m'apprendre des choses. Maintenant je sais quand même pas mal de choses à force de recevoir des jeunes. Je ne parle pas de jeunes, on va dire, même si peut-être je sais pas comme ça. Faut pas le faire de toute façon, je crois que ça ne marche pas. Mais en revanche, est-ce que vous récupérez les parents parce qu'eux aussi sont complètement démunis? Il faut aussi leur expliquer ce qui se passe. Oui. Alors moi je travaille beaucoup, pour moi les parents sont des alliés thérapeutiques, hein, donc évidemment c'est aussi comme ça qu'on va avancer, tout en sachant que ce qui est très étrange, si je devais caricaturer, c'est que je reçois pas mal d'ados qui ne sont pas en crise d'adolescence, et donc je les aide, parce que la crise d'adolescence c'est un travail de séparation et d'autonomisation. Donc certains sont parfois trop attentifs au bien-être de leurs parents parce qu'ils ils vont pas forcément bien. Donc c'est que des histoires. Maintenant, oui, j'ai eu comme ça l'histoire d'une adolescente qui était tombée follement amoureuse d'un garçon. Ce garçon lui a dit, si tu veux sortir avec moi, il faut que tu perdes 10 kilos et que tu fasses du sport. Sympa. Très sympa, et elle a fait tout ce qu'il souhaitait, sauf qu'au moment où elle est arrivée, il lui a dit finalement tu me plais plus. Et là, son premier réflexe a été de ne plus suivre à peu près 5 influenceuses qui étaient très belles. Et elle m'a dit, j'en ai gardé qu'une seule, elle est jolie, mais surtout ce qui est bien, c'est qu'elle a beaucoup d'humour. Et c'est très intéressant parce que face à cette tyrannie, le second degré et l'humour est une arme créative très 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 bonne pour se soigner. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Mickaël Stora d'être venu sur le plateau du Grand JT. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les réseaux asociaux, paru chez Larousse. Merci 1000 fois d'être venu sur le plateau du Grand JT. On va marquer une courte pause et on se retrouve évidemment tout de suite, dans un instant. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs, et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux. Et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école.
le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action. C'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Laure Reynaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vanessa Duchâtel, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes toutes les deux cofondatrices de Scholavie. Bien sûr, on va en dire un mot de Scholavie. Mais avant ça fait 5 ans que la semaine du bonheur, et oui, ça existe, la semaine du bonheur, a été lancée par le laboratoire Cergy Université, laboratoire bonheur. J'aimerais savoir quels sont les impacts, justement, positifs, on l'espère, pour les élèves et les enseignants de cette fameuse semaine du bonheur. Qui veut démarrer? Peut-être Vanessa Duchâtel? Avec plaisir. Peut-être le premier impact, c'est que cette semaine, c'est un prétexte en fait. C'est une occasion donnée aux élèves, aux familles et aux professionnels de parler, de remettre les choses à plat sur ce qui fait qu'ils vont être bien à l'école et trouver des leviers pour améliorer le quotidien, le climat scolaire, la réussite, l'entrée dans les apprentissages. Donc c'est peut-être son premier impact, c'est de donner envie, c'est de rebattre les cartes et de permettre de faire exister ensuite des nouvelles solutions pour que les enfants, les petits et les grands, soient encore plus contents d'aller à l'école. Une semaine de liberté, de respiration et d'initiative, ça fait rêver franchement. On aimerait bien que ce soit à l'année. C'est l'objectif en fait. Effectivement, cette semaine, même si elle a lieu sur 5 jours, l'idée c'est évidemment d'aller bien au-delà et d'intégrer ces préoccupations au quotidien puisque les enjeux sont assez considérables sur le bien-être, le climat scolaire, la réussite, apprendre à vivre ensemble, apprendre à coopérer. C'est vraiment quelque chose d'important et c'est une des conditions de la réussite. Il y a encore quelques années, on souriait quand on parlait de ça, de respiration, de bonheur à l'école, de compétences psychosociales et on va y venir. Est-ce que maintenant, les enseignants sont beaucoup plus alertes, beaucoup plus concernés? Ou est-ce qu'on a encore une certaine petite défiance éventuelle sur ce sujet? Ou de méconnaissance, ce qui est peut-être plus le cas. Vanessa, non, Laure? Allez-y. Alors, c'est vrai que le terme bonheur est un terme qu'on a voulu peut-être consciemment accrocheur parce qu'il pose question. Et en fait, on est dans une décennie transformatrice et nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment, comme vous le savez, avec Scholavie, mettre vraiment au cœur des préoccupations la thématique des compétences psychosociales, qui est très en lien avec celle qui nous occupe cette semaine, puisque c'est vraiment un facteur déterminant pour la santé, pour la réussite, pour le bien-être. Et qui dit bien-être, on est évidemment, l'école est un lieu d'apprentissage, les classes est un lieu où se développe la pédagogie. Mais quand on travaille sur ces compétences psychosociales, ce que disait Vanessa, ça va favoriser l'entrée dans les apprentissages, l'écoute, le respect, la gestion du stress, des émotions, le vivre ensemble. Et nous, ce qu'on cherche vraiment à faire avec Scholavie, c'est d'œuvrer pour le vivre ensemble, d'œuvrer pour des meilleures conditions d'apprentissage. Mais pourquoi vous dites que ça pose question finalement, la notion de bonheur? C'est quand même assez étonnant. Parce que, est-ce que ça serait finalement une des missions de l'école, d'œuvrer pour le bonheur à l'école? Nous, ce qu'on croit fermement avec Vanessa, c'est qu'en tout cas, c'est un lieu de vie où se développent des apprentissages. Et à ce titre, eh bien, on a tous le droit d'apprendre, d'enseigner, de faire son métier dans les meilleures conditions possibles. Mais n'est-ce pas là le sujet, justement, de se dire qu'en finalement, apprentissage n'est pas égal, ne pourrait pas aller avec le bonheur? Est-ce que c'est pas ça qu'il faut complètement changer? Tout à fait, je crois que c'est un des points qu'on essaye de souligner régulièrement avec Laure, c'est qu'en fait, il n'y a pas les apprentissages, ou les apprentissages notamment des fondamentaux d'un côté, et le bonheur ou le bien-être notamment de l'autre. En fait, tout ça est intimement lié. Et en fait, les compétences qui vont autour du bien-être et du bonheur, parmi lesquelles on va trouver le fait de pouvoir avoir confiance en soi, le fait de savoir ce que sont les émotions, comment les gérer, comment gérer son stress notamment, et tout un tas d'autres compétences que les enfants peuvent développer. Toutes ces compétences-là, elles aident à entrer dans les apprentissages, elles aident à performer au moment des examens, au moment de l'orientation, puis au moment de la vie professionnelle. Et réciproquement.
C'est-à-dire que plus on arrive à bien entrer dans les apprentissages, mieux on réussit à l'école, plus on va vivre des expériences qui vont permettre de développer sa confiance en soi, de développer son esprit critique, etc. Donc c'est l'image très simple qu'on peut utiliser, c'est celle de 2 jambes. Hein. C'est 2 jambes qui permettent d'avancer mieux, plus loin et plus longtemps. Mais elles ont besoin d'aller ensemble. Ce n'est pas que juste l'envie de maman hyper motivée, positive, avec une éducation positive, etc. à la Montessori. Non, c'est validé quand même. Hein. C'est fondé sur la recherche. C'est une démarche fondée, validée par l'OMS, par Santé publique France et par l'UNESCO. Oui, complètement. C'est le fruit de travaux de recherche depuis plus de 40 ans dans différentes disciplines, effectivement, les sciences cognitives, les sciences de l'éducation, l'économie, la psychologie, la sociologie. En l'occurrence, Laure et moi, Laure, elle a été professeure des écoles pendant 17 ans. Moi, je suis économiste, j'étais spécialisée dans l'évaluation des politiques éducatives. Donc, c'est un travail de fond, sérieux, qui est mené collectivement, qui n'est pas, je crois que c'est important de le rappeler, qui n'est pas l'héritier d'une école ou d'une méthode. En fait, on prend les résultats de la recherche dans différentes disciplines et on essaye de les faire se rencontrer avec les besoins du terrain. Donc, en l'occurrence, des besoins pour que nos enfants apprennent mieux, des besoins pour que les enfants et ceux qui s'occupent d'eux se sentent mieux, pour qu'on améliore le climat scolaire. Et selon nous, mais parce qu'on a 50 ans de recherche derrière nous et beaucoup de collaboration aujourd'hui en France, ces compétences-là sont un levier pour y répondre. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'associer économie et bonheur. Oui, c'est pas la première fois qu'on me dit. Oui, non, mais comme quoi la vie est pleine de surprises. Oui, je suis ravie de le découvrir. Comment les enseignants peuvent-ils s'approprier justement ce fameux projet et l'adapter en classe? Donc ces fameuses compétences dont on parle, l'amélioration des comportements, effectivement la concentration, la confiance en soi. Comment fait-on? C'est-à-dire que vous mettez des outils en place pour aider à cela? Oui, alors en l'occurrence, chez Scolavie, on fait de la formation et de l'outillage. On fait de la formation sur le terrain et en ligne et on propose des outils pédagogiques à mettre en place. Et puis peut-être, Laure, tu raconteras encore mieux que moi comment ça peut se faire petit à petit au jour le jour. Alors oui, alors vous disiez, on est dans une décennie effectivement transformatrice. On a aujourd'hui un cadre institutionnel, réglementaire qui pose vraiment un cadre et un langage commun. Donc nous, c'est vrai qu'on puise vraiment dans ces références-là pour justement outiller les enseignants pour qu'ils se sentent compétents et qu'ils aient envie de développer les compétences psychosociales pour leurs élèves, mais aussi pour eux-mêmes, parce que la recherche montre que ça leur permet de peut-être nourrir leur confiance en eux-mêmes et de mieux s'accomplir dans leur métier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi de fondamental pour nous. Comment faire quand je suis prof et que je veux travailler sur les compétences psychosociales? Je peux déjà commencer par aller comprendre ce que c'est que ce sujet. C'est vrai que nous, on a aussi dans nos axes, nos missions, un levier qui est celui du plaidoyer de la sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, on sait peu de choses sur ces compétences-là. Or, on sait que les bienfaits et les enjeux sont considérables. Donc, on propose de nombreux outils, des vidéos, des ouvrages, pour mieux comprendre ce sujet. Donc ça, je pense que pour pouvoir faire, on a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on doit pouvoir le faire. Oui, vous parlez de confiance en soi des professeurs, de l'idée aussi de pouvoir enseigner, mais dans de meilleures conditions. Oui. C'est vrai qu'on le sait aujourd'hui, c'est pas évident d'être prof, d'être instituteur, maître d'école, comme vous l'avez été, ou effectivement prof dans le secondaire. Peut-être que quand vous parlez justement de ces fameuses compétences psychosociales, est-ce que les professeurs se disent enfin un moyen pour moi de pouvoir prendre un peu de recul et d'enseigner différemment, ou est-ce qu'ils sont encore réfractaires? Pardon, je reviens toujours à cette question-là, mais j'ai quand même le sentiment qu'ils se disent j'ai pas le temps, quoi. C'est sympa votre truc, mais... Ah bah vous avez raison, c'est un des premiers freins qu'on peut nous opposer. Mais on ne peut pas leur jeter la pierre parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas été formés, pas encore, et heureusement, ça change. Et c'est pour ça que je dis qu'on est dans une décennie transformatrice et que nous, on est résolument optimistes. Donc, il faut, bien sûr, ça passe par la formation. Et la formation est une des conditions d'efficacité de notre enseignement. Alors, c'est vrai que le premier point qu'on entend souvent, c'est « j'ai pas le temps ». Et le premier point qu'on entend souvent après, c'est qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et le fait qu'au contraire, ensuite, ça fait gagner du temps parce qu'on sent mieux, parce qu'on est plus efficace, parce qu'on propose aussi des outils qui permettent de travailler en équipe avec le reste de ses collègues. Et donc, ça permet d'améliorer tout un tas de mécanismes à l'œuvre au quotidien. C'est vraiment les deux pendants qu'on entend. Et donc, nous, on leur demande de nous faire confiance pour un premier petit pas,
pour qu'ils puissent voir à l'essai ce à quoi ça ressemble concrètement. Et donc ce premier petit pas, ça peut être le livret à l'occasion de la Semaine du Bonheur, dont on disait qu'il était un prétexte. Ça peut être une première vidéo qui permet de découvrir ce que sont les compétences psychosociales. Ça peut être un atelier dans son école. Je crois que le plus important, c'est qu'ils commencent par faire quelque chose qui leur parle à eux selon qui ils sont. Est-ce qu'il y a peut-être une thématique qui répond davantage à leurs besoins qu'une autre, quelque chose attenant au climat scolaire, attenant aux émotions, attenant à l'assertivité. Enfin, le choix est large. Et en termes de modalité, pareil, est-ce que c'est plutôt de prendre un premier outil, de le tester avec un rituel de semaine en semaine? Est-ce que c'est plutôt de prendre un temps de formation pour soi? Mais comme pour tout apprentissage, peut-être de commencer par un premier pas qui vous correspond, le consolider et à partir de là, brique par brique, d'apporter le changement qui répondra le mieux aux besoins. C'est une question de société aussi, hein, peut-être de culture française. Il faudrait peut-être être davantage ouvert aussi sur la psychologie de manière générale, sur effectivement le lien avec nos émotions, ce qu'on peut en faire, et peut-être dès le plus jeune âge. Est-ce que c'est aussi ce que vous proposez à travers Scolavie, des ateliers pour les enfants, parce qu'on parle des professeurs, des maîtres d'école, mais il y a aussi les enfants de l'autre côté? Alors nous, évidemment, les enfants, les élèves, les adolescents, les jeunes adultes sont vraiment notre cible finale. Mais on a choisi de s'adresser aux professionnels de l'éducation qui les accompagnent, notamment parce que la recherche montre que c'est une démarche qui est plus efficace dans le temps. Et nous, on a un conseil scientifique qui nous accompagne au quotidien. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant. On leur a demandé à chacun d'eux quel est le message clé que vous souhaiteriez faire passer à ceux qui découvrent les compétences psychosociales. Et ils ont tous dit la même chose. Tout part de nous. Notre meilleur outil pour aider les jeunes à développer leur empathie, leur gestion du stress, leur capacité d'écoute, ça renvoie à qui nous sommes, nous. Donc, il faut avoir déjà confiance en soi. Après, la confiance en soi, elle se construit, elle se déconstruit au gré des expériences vécues. Mais ce qui est important, c'est de créer ce climat favorable. Et c'est vrai que je pense que c'est ce que les professionnels trouvent dans nos formations. C'est ce climat d'écoute et de bienveillance où on part déjà de l'existant. Parce que les profs, ils font déjà beaucoup de choses, certains, en lien avec ces sujets-là. Donc, on va venir conforter leur pratique. Et on va leur dire aussi, peut-être, on va essayer de les éveiller à ce qui va leur permettre d'être encore plus efficaces dans ce qu'ils font. Écoutez, félicitations à vous deux. Laure Reynaud, Vanessa Duchâtel, merci mille fois d'être venue sur le plateau du Grand JT. Vous voulez ajouter un petit truc, c'est ça? Vous êtes frustrés? 10 secondes. Toujours un peu. Non, mais cette semaine est un prétexte, donc on espère qu'ils seront nombreux à sauter à l'eau avec nous. Et puis pour ceux pour qui la semaine est déjà trop avancée, les compétences psychosociales avec Scolavie, c'est toute l'année. Donc on peut aussi se retrouver sur le site de l'association pour continuer ensemble. C'est bien, j'allais le faire, c'est encore mieux si c'est vous qui le faites. Alors moi, j'ai le droit de rajouter un tout petit mot, juste pour dire qu'on a quand même été... on est partenaire avec Pascal Hague sur l'édition de ce livret, qui est chercheuse à l'EHESS. Et donc, c'est quelque chose qu'on a mené ensemble. Toujours un travail d'équipe. Merci à vous deux. Voilà, Scolavie, aujourd'hui sur le plateau du Grand JT. On va retrouver Louisa pour sa chronique. Louisa, dans votre chronique aujourd'hui, vous nous emmenez aux États-Unis où Donald Trump souhaite démanteler le ministère de l'Éducation afin, dit-il, de supprimer les idées progressistes. En effet, Virginie, direction les États-Unis où le 11 mars dernier, Donald Trump a annoncé le renvoi de près de la moitié du personnel du ministère de l'Éducation. Alors ici, il y a deux arguments, deux objectifs. Le premier, c'est de supprimer le ministère qu'il juge empreint d'idées progressistes, on y reviendra tout à l'heure. Et le second, c'est de soulager l'État fédéral des questions qui sont liées à l'éducation et de les transférer aux 50 États fédérés. Et c'est d'ailleurs ce que revendique Linda McMahon, la nouvelle ministre de l'Éducation. On va l'écouter au micro de Valérie Cantier sur France Culture. La plupart de nos problèmes sont dus au pouvoir grandissant du système fédéral d'éducation. Quel est le remède ? Financer la liberté d'enseignement et non pas des programmes dictés par le gouvernement central, écouter les parents, pas les politiciens, bâtir des carrières et non augmenter la dette étudiante, investir dans les enseignants, pas dans les bureaucrates de Washington. La grande question, c'est aussi que Trump souhaite se débarrasser des idées qu'il juge progressistes. Alors, parmi ces combats, il y a le wokisme. On en a beaucoup entendu parler pendant sa campagne présidentielle. Le wokisme, ce courant de pensée qui dénonce les injustices subies par les minorités. Parmi les idées progressistes, il souhaite évincer les enseignements scolaires qui sont liés à la question raciale, mais aussi aux questions de genre, d'orientation sexuelle, d'inclusion, de diversité.
et son administration avait même demandé à ce que l'on supprime 200 mots de plusieurs documents et sites inédits. Alors parmi ces mots, on retrouve antiracisme, transgenre ou encore femmes, diversité et changement climatique dans les articles de recherche. Alors que sait-on précisément, Louisa, des annonces de l'administration Trump, justement, suite à cette vague de licenciements au sein du ministère de l'Éducation? Eh bien, la semaine dernière, dans un communiqué, l'État a annoncé réduire de moitié ses effectifs. On passe donc de 4100 à 2200 personnes. Cette manœuvre est dirigée par le milliardaire, aujourd'hui, qui est le ministre de l'efficacité gouvernementale, Elon Musk. Il a annoncé que 600 personnes avaient accepté de partir grâce aux offres de départ, que des licenciements étaient prévus pour les personnes qui étaient en période d'essai. Mais il précise surtout que côté finance, ceci permettra une économie par an de 500 millions de dollars. Alors évidemment, la question, c'est de savoir quels vont être les impacts sur les Américains et surtout sur le système éducatif suite à ces suppressions de postes. On imagine il y aura beaucoup de conséquences. Pour vous répondre, je vais vous lire cette citation de Becky Pringle, qui est la présidente de la National Education Association, qui est le plus grand syndicat d'enseignants du pays. Elle disait, je cite, « Le démantèlement du ministère de l'Éducation fera monter en flèche la taille des classes, réduira les programmes de formation professionnelle, rendra l'enseignement supérieur plus coûteux et hors de portée des familles de la classe moyenne, supprimera les services d'éducation spécialisés pour les élèves handicapés et réduira les protections des droits civiques des élèves. » Car ce qu'il faut savoir, c'est que l'État fédéral a un rôle limité dans l'éducation. Par exemple, il n'a pas son mot à dire, ne donne pas de directive sur le fonctionnement ou encore l'écriture des programmes scolaires. Tout ceci dépend des États fédérés. Mais alors à quoi sert le ministère de l'Éducation? Mais c'est la grande question. En réalité, c'est très important dans le sens où il attribue les subventions fédérales, ce qui est essentiel pour les écoles reculées, défavorisées. Il attribue aussi des prêts aux étudiants ou encore des aides aux élèves en situation de handicap. Mais surtout, c'est le ministère qui parle et qui promulgue les droits civils. Alors, comment sont perçues ces mesures, justement, de Donald Trump? Alors, il y a plusieurs réactions. Parents, syndicats, élus démocrates s'insurgent contre ces mesures qui sont vues comme dangereuses, qui pourraient mettre en péril l'école publique. On voit sur ces photos. Alors ça, ce sont des rassemblements qui ont lieu devant le ministère de l'Éducation à Washington, avant même que Donald Trump annonce ses nouveaux licenciements. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren alerte sur les dangers de ces décisions. Elle insiste, je cite, « La fermeture d'un ministère qui fournit des aides financières aux familles, finance des programmes d'activité périscolaire et veille à l'application des lois de notre nation sur les droits civils n'aide pas nos élèves à apprendre et ne rend pas notre pays meilleur. » Peut-on imaginer, Louisa, la suppression totale du ministère de l'Éducation aux États-Unis? C'est la grande question dont tout le monde parle. La ministre de l'Éducation, Linda McMahon, a confié sur la chaîne de télévision Fox News, je cite, « Le président a dit très clairement qu'il pensait que le ministère de l'Éducation devait disparaître et précise que son ministère avait fait le nécessaire pour éliminer le boursouflement bureaucratique au niveau fédéral. » Alors, supprimer un ministère de l'Éducation, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Aux États-Unis, il faut d'abord faire passer une loi, recueillir 60 votes au Sénat. À date, les Républicains, donc c'est-à-dire le parti trumpiste, possèdent 53 sièges. Ça ne sera donc pas pour demain. Mais la question qu'on peut quand même se poser, c'est quel sera l'avenir de l'éducation américaine? Question en suspens pour l'instant. Réponse dans une prochaine chronique, évidemment, Louisa. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. C'était assez intéressant aussi parce que les garçons disaient « mais moi aussi j'ai peur ». Moi aussi j'ai peur, c'est pas forcément une caractéristique des filles. Et donc on pousse toujours les discussions, je dis « ok, t'as peur de quoi ?» Il me dit qu'on m'agresse, je sais pas, qu'on me tape, qu'on me vole mon portefeuille, qu'on me vole mon téléphone. Je dis « ok, les filles, vous avez peur de quoi ?» Qu'on m'agresse, qu'on me viole. Donc je dis, c'est pas tout à fait la même peur. Pas tout à fait la même chose. Cette peur de l'agression, cette peur du viol, elle est omniprésente. Mais en fait, la peur, elle porte sur plein de sujets. Alors, toutes les questions d'apparence, ne pas être celle qu'on voudrait qu'on soit, les kilos en trop, le truc. En fait, ça fait quand même une somme de pression assez considérable. Vous vous en rendez compte en vous relisant de tout ça aussi? Oui, en fait, en réfléchissant et puis aussi à travers, je veux dire, je pense aussi mes réflexions, mes engagements féministes, mes lectures en grandissant, et je me rends compte que oui, en fait, c'est beaucoup de pression d'être une fille, finalement. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce magazine?
Merci, alors avec plaisir pour les bases. Effectivement, c'est une aventure qui date de 2019 et qui existe encore, une belle aventure humaine et puis une aventure journalistique passionnante. À l'époque, ce qui nous a poussé à nous lancer dans l'aventure avec Sophie Comte puis avec Matteo Bisicchia, c'était vraiment un cri de colère, un cri d'injustice, de voir que les femmes n'étaient que peu représentées ou peu présentes dans les métiers de la tech et des technologies. Ouais. Ça a été notre premier numéro qu'on avait intitulé à l'époque « La femme et l'avenir de la tech ». Tout à fait. Pour dire, voilà, il est temps que nous embarquions dans ce wagon. Ça a vraiment une importance capitale, aussi bien d'un point de vue économique, politique. Pour assurer nos droits d'aujourd'hui, nos droits de demain, il faut vraiment prendre part à cette discussion qui a lieu et même à ce façonnage de notre société qui a lieu au travers des technologies. Bien sûr. Et à l'époque, il n'existait pas en tout cas de magazine comme le vôtre qui abordait ces sujets-là avec cet angle-là. Alors, qui parlait des technologies, oui. Après, on avait le sentiment qu'il n'y avait pas cette façon de porter la voix des femmes. Ouais. Alors, on est un magazine féministe. On n'est pas un magazine féminin, mais on est un magazine féministe. On s'adresse à toutes et toutes. Et on a vraiment cette envie de mettre en avant aussi bien des hommes que des femmes, de mettre en avant la société tout simplement, et de leur donner la parole et de donner la voix. Et on voit, et on l'a vu ces dernières années, et on le voit encore malheureusement, qu'il y a beaucoup de nos confrères et consoeurs qui ne mettent pas assez en avant les femmes, notamment dans ces secteurs, mais les femmes de façon plus générale. Tout court, de façon générale. Concernant les amplitudes horaires, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement pour amoindrir cette amplitude qui, c'est vrai, on le sait, on parle des animateurs, mais c'est aussi le cas d'une manière plus générale concernant les restaurateurs. On a du mal à trouver des jeunes qui veulent travailler parce que tu peux travailler pendant 14 heures, 15 heures, 16 heures par jour. Vous avez mis en place quelque chose à Survilliers? Absolument. Ce que l'on a fait, donc on a identifié un petit peu les compétences de chacun et de chacune, et on a identifié notamment le sujet des ATSEM, puisque les ATSEM sont présentes avec les enseignants et les enfants, notamment dans la maternelle. Et donc, on s'est attaché d'abord à travailler le planning des ATSEM en leur permettant à elles de faire l'accueil du matin des enfants. C'est smart. C'est super smart, parce qu'elles ont aussi beaucoup moins d'entretien à faire, puisqu'on laisse ça aux compétences des équipes entretien de la ville. Elles s'attachent vraiment à être dans le rapport avec les enfants, ce qui nous permet après, mécaniquement, de déplacer notre personnel sur d'autres plages, les plages méridiennes et la plage du soir. Donc d'avoir des amplitudes classiques en semaine de 7h45 par jour. Voilà. On va arriver grosso modo aux 38 heures. J'imagine. Absolument. Après, on est toujours à 1607 heures dans la fonction publique. Par cœur, mais c'est exactement ça. Après, il y a des plages qui sont un peu plus fortes le mercredi, sur les accueils de loisirs. Bien sûr. Et pendant les vacances scolaires également. Et il y a eu un impact immédiat. Vous avez vu la différence tout de suite en proposant ce dispositif? Alors non, pas d'impact immédiat. C'est plutôt un impact de long terme, parce qu'aujourd'hui, si on regarde, grosso modo, on a une équipe de 18 personnes à Survilliers sur l'enfance. Et depuis 2021, nous avons eu qu'un seul départ. C'est un départ volontaire de mutation. Ce qui traduit, à mon sens, quand même, qui reflète... ça se mesure après. Et c'est important de mesurer les choses. Je suis très attachée à l'évaluation. Ce qui mesure que l'ensemble du programme de fidélisation, du coup, fonctionne. Alors, en parlant d'amour qui sauve, on peut faire un couple parental. Vous revisitez aussi le couple parental que formaient vos parents. Et là, avec le recul, vous vous dites finalement, ma mère, elle a quand même beaucoup porté. Peut-être plus que ce que je croyais à l'époque. Oui. Alors, ça, j'en étais très consciente. Parce que c'est vraiment, quand je me suis interrogée sur ma maternité, c'est vraiment quelque chose que j'ai dit très, très rapidement au futur père de ma fille, à mon compagnon. Enfin, je ne voulais pas être qu'une mère. Je voulais pas... j'avais besoin de formuler beaucoup de choses, parce que je pense que, comme dans beaucoup de familles, effectivement, ma mère a mis... sa carrière entre parenthèses, a été beaucoup plus présente au quotidien, et je pense que c'était a priori leur choix, et que c'était bien, mais je ne voulais absolument pas que ce soit le mien. Mais vous dites, des grandes différences quand même, c'est que les pères ont plus de choix sur la façon dont ils s'impliquent, en fait, c'est surtout ça. Donc s'ils ne s'impliquent pas, ça retombe sur les mamans quoi qu'il arrive. Ouais. Alors, j'en ai plein là autour de moi qui sont tous à la fois canons d'un point de vue visuel aussi. Donc on a chute tout court et chute
Explore, c'est ça. Et ça, c'est pour les collèges et les lycées. Expliquez-nous, le format est très différent. Tout à fait. On a voulu un autre format, un peu plus... proposer une autre expérience, 1520 pages pour les collégiens et lycéens. C'est vrai qu'on a été à l'écoute des professeurs documentalistes ou des professeurs d'histoire-géographie et d'éducation civique et morale qui nous ont dit, voilà, Chute est très intéressant pour les lycéens, accessible, mais un peu moins pour les collégiens. Donc on a voulu proposer vraiment un support qui donne envie de s'immerger voilà, dans la lecture, ni trop court ni trop long, et qui propose aussi un autre regard sur la tech, toujours avec de la mixité, de l'inclusion, des couleurs. Il n'y a pas que le bleu et ça, c'est sûr qu'il y a des couleurs. Je peux montrer certaines. Et qui donne envie, voilà, de venir participer à cette réflexion, à ces nouveaux métiers qui émergent et qui vont encore émerger, et de leur montrer que ça les concerne toutes et tous, et que ce sont vraiment des métiers d'avenir et qu'il faut vraiment embarquer dans le sujet. Surveiller qui a fait le choix de la tenue unique. Dites-moi en plus, parce que ça fait tellement débat au sein de la société française. Et ça fait toujours débat pour d'autres raisons. C'est vrai. Moi, je suis d'origine antillaise. C'est vrai que j'ai toujours vu l'uniforme en Martinique ou en Guadeloupe. Alors, chacun, il peut y voir ce qu'il a envie d'y voir. Ouais. Certains vont vous parler de lutte contre le harcèlement. Nous étions plus dans une réflexion à se dire, voilà, on rentre à l'école, nous sommes dans un cadre. Dans ce cadre, en fait, ça fait partie du cadre. Comme demain, je vais postuler à un emploi, je ne vais pas arriver avec un jean troué. Voilà, ça mérite le cadre, les règles, voilà. Et c'est très indirect, hein. C'est pas affirmé, mais c'est encore subtil. Je vous parlais tout à l'heure des petites gouttes d'eau, c'est un peu ça. Donc, on s'est dit, on y va. On y va, on se lance dans l'expérimentation. Je ne pensais pas que ça allait aussi vite. Je pensais que ça allait un peu plus remuer dans la concertation, pardon. Ouais. Et j'ai une concertation... très honnêtement, qui s'est passé extrêmement bien. D'accord. C'était fluide, finalement. Voilà, avec... sur la concertation, peut-être moins d'une dizaine de personnes. On a donc 350 enfants concernés par le dispositif à Survilliers. Donc moins d'une dizaine de personnes où c'était un petit peu, on sentait de la réticence, qui était de la réticence idéologique d'ailleurs. Ça, c'est très compliqué d'aller contre ça. Bien sûr. On a lancé donc appel d'offres, donc tissu européen, tissu portugais, confection valdoisienne. Ah. Important de le préciser. Ça, c'était cocorico, ça fait toujours du bien. Et en plus, je suis allé voir les photos, c'est joli. Il faut les toucher aussi, c'est plutôt ça. Ah, ça, je ne pouvais pas. Avec le petit logo brodé, mais il faut venir à Survilliers. Il faut que je vienne à Survilliers. Voilà. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Au son, Thibaut Bourri-Lafont, le maquillage Laure Redemont, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. On se retrouve bien entendu demain. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Micro.